Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien les amis, que c'est pas trop dur là, le flash crypto pour vous, la correction qui a eu lieu là, ces derniers jours. Bon, bien sûr, forcément, je vais vous en parler dans cette vidéo de tout ce flash crash qu'il y a eu sur le Bitcoin et surtout sur les altcoins qui ont vraiment pris la sauce dans la figure là, clairement. Je vais vous donner mon analyse, mon opinion, ce que je vois, si c'est une bonne chose ou pas sur le marché crypto, parce que oui, effectivement, je vous spoil déjà, je pense que c'est en fait une très bonne chose qui s'est produite là sur le marché crypto. Et puis, on va analyser tout ça. Donc, je vais parler également, faire le point toujours comme d'habitude sur les projets crypto, donc VeChain, Ondo, tout ce qu'on a avec le RW, avec Plume également notamment, et le XRP de Ripple. Et puis, je passerai à la fin des vidéos, vous savez, sur l'actualité crypto plus générale, mais également sur le cours de l'or et de l'argent qui eux aussi sont en train encore de battre des records cette semaine. C'est quand même assez incroyable ce qui se passe sur l'or et l'argent. Bon, donc une fois que ça c'est dit, écoutez, moi je vous propose de mettre un like pour soutenir la vidéo si vous aimez les vidéos, de vous abonner également si vous n'êtes pas abonné pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir d'être plus nombreux. Et puis écoutez, c'est parti, un petit café, petit sandwich si vous voulez, et puis on y va. Je commence avec le rapport de Farside Investor sur les ETF Bitcoin Spot. Et regardez, donc là, c'est quand même assez incroyable. Enfin, en tout cas, ce que je trouve, c'est que en parallèle, donc on a eu il y a quelques jours ce flash crash crypto, donc du jamais vu dans l'histoire vraiment de la crypto-monnaie. On va voir comment et pourquoi. Mais c'est étonnant de voir le parallèle entre donc la liquidation massive avec le nombre de milliards qui sont partis en fumée sur le marché crypto et en parallèle donc justement les institutionnels qui eux n'ont fait qu'acheter durant ces 2 dernières semaines. Donc on a eu juste le 10 octobre, on a eu un moins de 4,5 millions de dollars en fait de flux sortants sur les ETF Bitcoin Spot. Mais quand on voit le parallèle avec ce qui se passe sur le marché des prix, en termes sur le Bitcoin qui a perdu 20 000 dollars en quelques heures, les crypto-monnaies, les altcoins qui ont perdu moins 50% ça en quelques heures, et je trouve que c'est vraiment rien du tout, quoi. Une goutte d'eau dans l'océan, ce qui s'est passé en termes de flux sortants sur les ETF Bitcoin Spot. Donc, globalement, on a, malgré ce flash crash, étonnamment, on a eu 2 semaines record de flux entrants sur les capitaux des ETF Bitcoin Spot avec un nouveau record maintenant de flux entrants de 62,7 milliards de dollars sur le marché institutionnel, en fait. Donc, pour résumer la chose, pendant que vous et que nous paniquons sur le marché crypto, que font les entreprises, les institutionnels, les banques, pourquoi pas les gouvernements? Ils achètent. Voilà. Donc c'est pour ça que déjà, ça c'est un indicateur qui permet de me dire dans un premier temps que nous avons assisté à une des plus grosses manipulations là ces derniers temps dans les prix du Bitcoin et pour pousser en fait tous les particuliers à vendre leur Bitcoin, à paniquer et à surtout à rester très éloignés de ce marché-là pendant que les entreprises et les institutionnels se gavent de Bitcoin en prévision du prochain méga pump. J'en suis de plus en plus convaincu maintenant qu'il va avoir lieu sur le marché crypto et je vais vous dire pourquoi et comment. Bon, du coup, je continue. Donc là, vous voyez, c'était le Bitcoin. Maintenant, je passe à Ethereum. Et regardez, Ethereum, c'est pareil. Enfin, c'est un truc de fou parce que, vous voyez, on a eu 2 semaines quand même très positives sur les flux Ethereum. Au niveau des ETF, et on est à 14,9 milliards de dollars désormais de flux entrants sur les ETF Ethereum Spot. Et donc là, pendant qu'on a eu carrément un flash crash sur Ethereum de moins 20, moins 30%, il me semble, c'est moins 20, moins 30%, et bien qu'ont fait les institutionnels, ils ont à peine perdu, entre guillemets, 174 millions de dollars sur la même journée du 10 octobre 2025. Enfin, quand on voit l'ampleur des dégâts, moi, j'aurais pensé que c'était même 1 milliard qu'on aurait dû perdre là, sur les ETF Ethereum Spot. Bah non, on dirait qu'on a une simple journée, même la journée du 25 septembre, on avait eu plus de flux sortants. Vous voyez, du 25 septembre 2025, il ne s'est pas passé grand-chose réellement sur le marché crypto en termes de prix. Et on avait eu 251 millions de dollars de flux sortants. Voilà. Donc là aussi, les institutionnels n'ont pas la même réaction en fait que les particuliers. C'est là où on voit vraiment faut faire attention en fait au comportement et regarder un peu que fait la smart money. Donc pendant que les gens paniquent, les institutionnels achètent des crypto-monnaies. Voilà. Et pareil pour Solana, alors le petit bébé encore Solana, Solana ne connaît pas de flux sortant, il n'y a que des flux entrants avec des capitaux qui sont désormais de 372,6 millions de dollars de flux entrants au total. Voilà, donc on voit bien que moi quand je vois le panorama global du comportement de l'argent sur les ETF, on est loin d'avoir la panique totale qu'on est censé voir par rapport à ce qui se passe sur la sphère Twitter, crypto, des prix, etc., qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc.
Voilà, donc ça, c'est déjà un indicateur qui me dit, attention, grosse manipulation en cours de la part des mêmes institutionnels et baleines qui veulent que vous vendiez vos bitcoins pour les acheter derrière eux, pour leurs propres pommes. Et donc, je commence avec maintenant l'analyse plus poussée de ce qui s'est passé, hein, vraiment incroyable, parce que j'ai un tweet de H-Crypto qui résume très bien la situation, et qui rappelle donc dans l'historique, on a eu également des flash crash. Hein. Souvenez-vous, on avait eu le Covid avec un crash de 1,2 milliard de liquidation en seulement 24 heures. Mais c'était quand même pas rien, c'était le Covid, pandémie mondiale, confinement général mondial, enfin l'économie mise à l'arrêt. Bon, on avait eu 1,2 milliard de dollars de liquidation de la part sur les traders sur le marché crypto. Ensuite, on a eu le crash de FTX. Donc FTX cool, donc tout le monde se fait rect sur... si vous avez mis votre argent dans l'entreprise FTX, ben, vous étiez rect. Et donc on était à 1,6 milliard de dollars de liquidation. Et enfin, aujourd'hui, enfin regardez, enfin il y a quelques jours, 19,16 milliards de dollars de liquidation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même le délire. C'est-à-dire que... Et ça va être encore plus étonnant et plus phénoménal quand on voit la raison pour laquelle le marché a totalement crash comme ça, quoi. Ah, parce que le crash du Covid, ça se comprend, vu les impacts qu'il y avait derrière. Le crash de FTX également, parce qu'on était sur une plateforme de l'ordre de Binance, c'est comme si en gros Binance coulait demain, quoi. Voilà, forcément, il y a des impacts énormes. Bon, là aujourd'hui, enfin, pour ce qui s'est passé il y a quelques jours, on va vous en parler après, c'est rien, enfin, c'est une simple nouvelle, un simple tweet de Trump qui a tout fait trembler, quoi. C'est parti de là quand même. Bon, mais par contre, pour rester dans cet aspect-là, pour les différences de marché, je rappelle qu'au crash du Covid, ok, il y a eu un massacre sur les prix du Bitcoin, des altcoins à l'instant T pendant 24 heures, mais je rappelle que derrière, on avait eu une énorme performance, hein, le cycle altcoin, la altcoin season et le Bitcoin season dans les mois qui ont suivi. Le crash de FTX, ça a été le bottom, je répète, hein, ça a été le bottom sur le Bitcoin et les altcoins sur le cycle de avant 2024, en 2022. Voilà. Donc, moi, je vous dis, là, aujourd'hui, si cet aspect, ce phénomène se répète, nous avons assisté, en fait, à une grosse manipulation déjà, mais également une épuration du marché crypto. Et aujourd'hui, donc, on a atteint le bottom sur beaucoup de choses, c'est-à-dire sur les altcoins, surtout qui ont fait un moins 50%, donc on a atteint des bottoms à des niveaux jamais revus depuis les précédents crashs des cycles passés, notamment de 2020. Voilà. Et donc, c'est une entrée parfaite. En fait, c'est une opportunité parfaite d'entrer de nouveau sur des prix extrêmement bas, en fait. Avant, justement, la prochaine vague de montée spectaculaire, à mon sens, après j'en suis de plus en plus convaincu quand je vois ça, qu'on a assisté justement à une épuration massive de la part des market makers, mais aussi des institutionnels, pour plusieurs raisons, pour pouvoir ensuite repartir vraiment à la hausse sainement. Voilà. Tout simplement parce que regardez, enfin là j'ai l'article donc de journalducoin.com, chute de Bitcoin, Donald Trump déclenche une guerre commerciale explosive avec la Chine. C'est parti d'un tweet, quoi. Donc Donald Trump en fait a annoncé tout simplement qu'il mettait des tarifs douaniers sur la Chine. Bon, c'est pas comme s'il nous balançait des tarifs douaniers depuis un an, quoi. Voilà, au niveau mondial. Bon, il y a un an, enfin sur toute l'année que s'est écoulée là, depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, jamais un de ces tweets n'a eu autant d'impact. C'est ça qui me fait dire qu'il se passe vraiment quelque chose. Et puis bon, la guerre commerciale avec la Chine, c'est même pas sûr qu'elle ait lieu en fait. Parce que, en connaissant Trump, c'est pas parce qu'il déclare qu'il va y avoir un tarif qui est mis en place à une certaine date que ça va vraiment avoir lieu. Voilà. Et la preuve d'ailleurs, c'en est que même Polymarket, il y a une prédiction sur Polymarket, un pari où il y a à peine 26% de chance, pour vous dire, que Donald Trump mette réellement en place ses tarifs douaniers sur la Chine. Bon, donc tout ça c'est de la magouille, mais de la magouille, clairement, c'est clair. Voilà, donc tout le monde s'est fait rect, et c'est pas étonnant d'ailleurs, parce que là j'ai encore un autre tweet de Jeepway pour aller au plus profond dans la chose, c'est-à-dire qu'en parallèle de ce tweet de Donald Trump qui aurait jamais dû secouer les marchés à ce point-là, eh bien en fait on comprend mieux parce qu'il y avait eu la formation d'une énorme bulle. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que on a eu effectivement une position de 13 milliards de dollars de long contre 2,85 milliards de dollars de short, donc juste avant le crash. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement la majorité du marché crypto pariait sur le fait que le Bitcoin allait monter, enfin les altcoins, le Bitcoin allait monter
en fait, sur des niveaux de prix beaucoup plus hauts. Voilà. Contre seulement 2,85 milliards qui avaient shorté le marché pour en fait parier à la baisse sur les altcoins et le Bitcoin. Voilà ce qui s'est passé. Donc on a eu une énorme bulle spéculative qui fait que les market makers en fait s'en sont donnés à cœur joie quand ils ont vu ça. Bah, c'est évident qu'il faut mieux faut faire couler le marché et liquider tout le monde. Eh bien, il faut faire baisser les prix du Bitcoin. Voilà. Donc tout est parti de là en fait. Et donc résultat, on a 19 milliards de dollars qui sont partis en fumée, avec malheureusement, je crois que c'était 1,6 ou 1,3 million de traders qui sont fait liquider quand même. C'est pas rien quoi. 1,3, 1,6 million de traders sont fait rect sur le marché crypto en une journée. Donc c'est aussi l'occasion de rappeler, alors je suis pas conseiller financier ni en investissement, hein, je vous rappelle, je vous donne juste mes analyses, mon opinion, je n'ai pas de boule de cristal, hein, je rappelle, je suis pas devin. Tout ce que je peux vous dire, c'est au niveau stratégique, effectivement, restez, à moins que vous ayez une formation, que vous ayez des compétences spécifiques en trading, surtout restez loin de ce marché, parce que même là, c'est même des traders professionnels qui sont fait liquider, hein, 1,6 million de traders, vous avez que quelques traders professionnels qui s'en sont sortis, là, c'est ceux qui avaient shorté le marché, en fait. Donc, et même eux, même les traders professionnels qui ont shorté le marché, ça peut être de la chance. Il y a très peu, en fait, d'insiders qui étaient au courant, au final, que ça pouvait aller vers le bas à ce point-là. Personne n'a anticipé ce flash crash, hein, je vous rappelle. C'est bon. Donc, ça rappelle que tout ce qui est le trading à effet de levier, c'est-à-dire que vous pariez à la hausse ou à la baisse, et avec une possibilité, si vous n'avez pas assez d'argent et que ça va pas dans la bonne direction, de vous faire liquider par la plateforme, c'est-à-dire sur le marché, en fait, c'est vraiment le casino, quoi. Je suis désolé, mais c'est ça. Parce que vous pouvez pas du tout... et ça rappelle aussi les limites du trading et de l'analyse des courbes techniques, en fait. Parce que là aussi, je suis désolé, mais... personne n'a anticipé au niveau technique, au niveau des courbes techniques, que ça allait vers le haut ou vers le bas, quoi. Enfin, je peux me tromper, hein, mais je crois pas avoir vu ça quelque part. Ou du moins, il y aurait eu des conséquences ou des gens qui auraient alerté, quoi. Voilà. Donc, faites hyper attention à ça, et donc ça rappelle une chose, c'est que rien n'est mieux que de vraiment acheter réellement les actifs que vous détenez, en fait, soit du Bitcoin, mais également même le reste, soit du blé, ou j'en sais rien, moi... des actifs boursiers ou autres, vaut mieux réellement acheter des actifs, soit même des actifs d'entreprise, que d'acheter même des ETF ou des clones en fait d'actifs qui ne vous appartiennent pas vraiment en fait. Parce que résultat, là vous faites liquider quoi en fait. Moins de pépins, c'est foutu. Bon. Donc, et ça impacte, ça ruine des vies, hein, forcément, parce que je crois qu'il y a déjà un trader crypto qui s'est suicidé, là, ça fait la une malheureusement sur Twitter. Un Ukrainien, hein, voilà, s'est suicidé, donc c'est triste, mais bon, voilà. Donc je continue maintenant avec toujours pour passer voilà la crise qu'on a connue, le flash crash, et c'est autant étonnant quand on voit l'enchaînement des bonnes nouvelles là, cette semaine sur le Bitcoin et les altcoins en général en termes même de régulation. Et au niveau comportement institutionnel. Donc là, je commence avec un article de Journal du Coin. Bitcoin, la banque Morgan Stanley ouvre l'accès aux ETF crypto à tous ses clients. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même. La banque Morgan Stanley, c'est une des plus grosses banques mondiales qui dit tout simplement, écoutez, venez acheter nos ETF, venez acheter les ETF crypto chez nous. Mais on est où là? Quand même dingue. Géant de la finance mondiale avec 8200 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Quoi. Là, on parle d'un monstre de type BlackRock encore. Bon, donc au calme, hein, voilà, calmement. Vous annoncez ça. Donc pour vous dire quand même, on en est. Là, j'ai un autre article de cryptost.fr. L'ETF Bitcoin Spot BlackRock est devenu le fonds le plus rentable de l'histoire de la société. En un an. Je sais pas, c'est fou quand même. Bon. Je continue, c'est tout comme ça, c'est tout comme ça. Donc Cointelegraph France, là c'est intéressant. Donc là, voici la véritable raison pour laquelle le cycle de 4 ans du Bitcoin est mort selon Arthur Hayes. Alors c'est très intéressant, je rappelle que Arthur Hayes est le cofondateur de la plateforme exchange BitMEX. Et donc il est très connu justement pour ses prédictions, qui sont plutôt déroulées exactes au fur et à mesure du temps, à part quelques-unes, bien évidemment, pas 100%. Mais le gaillard, il a vraiment des bonnes idées et il sait où il va, en fait. Il a une vision.
Donc plus ou moins vrai, hein, mais en tout cas c'est intéressant de voir son opinion parce qu'on voit que c'est pas des petites visions. Et donc c'est intéressant parce qu'il déclare simplement que pour lui, en fait, le cycle de 4 ans des bitcoins est mort, vous savez, lié au halving, tout simplement parce qu'en fait, on aurait confondu tous les cycles de 2 ans de hausse des prix, 2 ans de baisse des prix, liés uniquement au halving. Mais en fait, selon lui, c'est pas le halving qui a fait la différence des prix sur le bitcoin. Alors ça, moi, je mets une petite réserve, je pense que ça y fait forcément parce que ça a lien avec la rareté du bitcoin. Mais pour lui, c'est surtout les impressions monétaires et les politiques monétaires restrictives en fait, des gouvernements, surtout américains et chinois, qui ont provoqué les augmentations des prix du Bitcoin et ses baisses également. Et force est de constater qu'il a en partie raison sur ce point-là. Donc, parce que quand on voit les courbes, par exemple, du Global Money Supply, donc je l'ai là, je vais vous la montrer. Un Global Money Supply, je rappelle que c'est tout simplement l'impression d'argent au niveau mondial et donc la création d'argent et la mise en place de cet argent sur le marché mondial. Et c'est pour ça que ça va normalement en augmentation de CM2 Money Supply, il est normalement lié à l'augmentation des dettes, à l'augmentation des actifs, etc. Parce que ce même argent, quand il est imprimé par les banques centrales, ben derrière, il est injecté quelque part. Et c'est souvent dans les actifs à risque, donc la bourse, les crypto-monnaies, le bitcoin notamment, l'or, l'argent. Voilà. En parallèle de l'inflation, puisque forcément, plus vous créez d'argent, et plus vous faites baisser la valeur même de cet argent, en fait. Voilà. Donc, et on constate quoi? On constate que depuis, en fait, en 1984, on a vraiment une augmentation de plus en plus rapide de l'impression d'argent au niveau mondial. La seule voilà, différence a été 2020. En fait, avec le Covid, on voit qu'on a eu une énorme vague impression d'argent. Donc là, ça a été une ligne droite. Et puis après, on a eu un retour, puisque après le Covid, on s'est calmé. Les banques centrales ont voulu un peu réduire la casse. Mais globalement, on voit que la courbe, si on fait une échelle de courbe linéaire, eh bien, on est vraiment sur quelque chose qui est comme ça, en fait. Hein. Ça va vraiment vers le haut. Donc, on voit qu'il y a un vrai problème au niveau mondial, c'est que les banques centrales impriment de l'argent sans réellement créer de la valeur économique à côté au niveau des industries, etc. Donc, c'est de l'impression d'argent et donc de la création de la dette et donc de la création de l'inflation, mécaniquement. Donc, c'est étonnant parce que c'est les banques centrales elles-mêmes qui sont censées réguler l'inflation qui la créent, en fait, en créant cet argent. Bon, bref, donc ça c'est un autre sujet, mais bon, c'est ce qui crée la crise qu'on connaît aujourd'hui. On voit le mur qui arrive de plus en plus rapidement. Et donc, pour faire le parallèle maintenant avec le Bitcoin, bah, on voit bien que plus que le Bitcoin est arrivé en 2009, et donc on voit bien que, regardez, quand il y a eu le Covid, boum, on a eu une explosion de l'argent qui a été mis en place sur les marchés par les actifs boursiers, et ça a été effectivement le moment où on a eu le pic, en fait, 2020-2021, sur le Bitcoin. Et on voit bien que quand il y a eu une restriction, regardez, de l'argent, c'est-à-dire une répression monétaire et une reprise de l'argent par les banques centrales mondiales, eh bien, on a eu la chute, en fait, tout simplement, des cours du Bitcoin. Et on voit bien que là, on a suivi également, donc c'est reparti un peu calmement à la hausse après, par la suite, entre 2022-2024, et c'est à ce moment-là que le Bitcoin est commencé à repartir à la hausse en termes de prix. Vous voyez? Donc, je pense qu'il y a vraiment, effectivement, une corrélation, on le sait tous, hein, il y a une corrélation entre le global money supply mondial et également les cours des actifs à risque, comme le Bitcoin, mais également comme l'or, l'argent, enfin, c'est pas les actifs à risque, hein, l'or, l'argent, mais il y a de l'argent qui s'injecte forcément vers ces actifs-là, c'est sûr, c'est évident, mais également les actifs boursiers. Voilà. Donc, si on avait la courbe du CAC 40 ou des marchés du S&P 500, tout ça, on aurait un peu la même courbe qui irait vers le haut, qui suivrait ce Global Money Supply. Donc c'est là où c'est intéressant quand même, je trouve, l'analyse de Arthur Hayes. Et donc lui, il dit, qu'est-ce qu'il dit dans son article, dans sa vision, c'est que ce cycle de 4 ans, il est mort, tout simplement parce que c'est pas lié justement à l'arrivée des institutionnels, non, c'est lié justement à la politique maintenant open bar, donc de la Banque centrale américaine, qui vise, malgré ne pas avoir réguler l'inflation en dessous des 2% comme ils le voulaient, et bien qui déjà commencent à assouplir leur politique monétaire. C'est-à-dire que là, il y a des taux de directeurs qui vont s'effacer. Voilà. Les taux directeurs sont déjà en train de baisser, l'a annoncé Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, a déjà annoncé qu'il allait prévoir des nouvelles baisses des taux là en fin d'année. Bon, alors que l'inflation n'est pas rentrée dans l'ordre aux États-Unis.
La Chine, c'est autre chose. La Chine, c'est qu'ils sont en train d'assister à une déflation, donc c'est du jamais vu hein, pour la Chine, et donc ils sont en train d'imprimer massivement de l'argent, et ça, c'est du jamais vu pour la Chine. Normalement, la Chine a toujours été, au moment où la Banque centrale américaine imprimait de l'argent, la Chine faisait contrepoids, en fait, pour sa propre économie. Ça a toujours été un peu le jeu du chat et de la souris pour les États-Unis et la Chine. En tout cas, ça s'explique très bien Arthur Hayes dans ses propos. Voilà. Et là, pour la première fois dans l'histoire, en fait, vous avez à la fois les Américains et à la fois les Chinois qui créent massivement de l'argent pour justement essayer de régler le problème de leurs économies, de leurs dettes, etc. C'est une fuite en avant, en fait. Voilà. Et donc ça va bénéficier globalement au Bitcoin, mais également aux actifs, etc. Voilà. Bon, donc c'est intéressant ce qui se passe, donc c'est positif, vous voyez, pour la suite des choses pour le Bitcoin. Je continue, là j'ai toujours un article de Cointelegraph France, les exchanges crypto font face à une raréfaction historique du Bitcoin. Donc les réserves de Bitcoin détenues sur les exchanges ont plongé à un niveau inédit depuis 6 ans, alors que plus de 14 milliards de dollars ont quitté les plateformes centralisées en seulement 2 semaines. Voilà, donc pendant que tout le monde panique, comprenez quand même que le contraste, il est édifiant, quoi. Donc, bon... C'est intéressant quand même, c'est important d'avoir une vision un petit peu large et prendre du recul sur les situations pour pas se faire manipuler tout simplement par les mêmes personnes qui en fait achètent derrière du Bitcoin. Hein. Voilà. Et j'ai pas fini, hein. Ah, les amis, je m'échauffe, hein. C'est tout. Regardez, j'ai pas fini, je commence à peine sur le Bitcoin. Donc là, Bitcoin News 58, où on voit tout simplement l'achat des institutionnels au niveau de la demande. Et donc là, nous sommes en octobre 2025, et bien on a déjà pulvérisé l'ensemble des achats faits sur 2024. Donc on voit bien que la demande sur le Bitcoin s'accélère au niveau institutionnel de plus en plus rapidement. Ça va de plus en plus vite. Voilà, parce que les entreprises et les institutionnels ont compris les enjeux du Bitcoin par rapport au dollar, par rapport justement au Global Money Supply qui ne fait que monter, etc. Maintenant, j'ai un autre tweet très intéressant de Tagado. Alors, je ne connais pas très bien son tweet. Tagado quelque chose, Bitcoin et crypto, voilà. Et donc, très intéressant. Alors, il faut prendre ça avec, comment dire, avec recul et prudence, parce que vous savez, tout ce qui est les indicateurs techniques, eh bien, c'est pas non plus toujours fiable à 100%. Mais là, c'est vrai que c'est intéressant parce que vous avez donc 10 indicateurs de performance qui ont plus ou moins toujours été fiables, plus ou moins, pour prédire la fin notamment d'un cycle haussier, c'est-à-dire voilà, le top du bull run, hein, par exemple, sur les cycles passés. Et donc là, le tweet de Tagado explique que non, en fait, les 126 000 dollars n'étaient pas le top du Bitcoin, tout simplement parce que la majorité, et même quasiment la totalité des indicateurs de performance qui sont ici, n'ont même pas atteint la moitié, en fait, de leur progression au niveau du cycle haussier du Bitcoin. Vous voyez? Donc on a encore largement de la marge, et donc je crois qu'en fait il n'y a que le P-Cycle Top Indicator qui est à 62%, le Puel Multiple, lui, il n'est même pas encore atteint les 50%, et après vous avez juste le ETF to Bitcoin Ratio et le MVRV Z-Score qui ont atteint les 50%. En gros, tout le reste, vous voyez, ça n'a même pas atteint les 50%. Donc quand on voit ça, eh bien en fait le global ici, c'est de tenir à 100% ces bitcoins parce qu'en fait on est vraiment dans la zone verte refroidie quoi, sur le top du marché. On n'a pas du tout, selon son indicateur, hein, je répète, selon son indicateur de performance, on n'a pas du tout atteint le pic du bitcoin. Et ce qui me fait dire ça également, ce qui me fait rejoindre ces indicateurs de performance, voilà, sur le plan macroéconomique un petit peu, c'est qu'on a connu quand même un flash crash des altcoins, là, mais exceptionnel. Et à chaque fois qu'on a eu un flash crash, ça a été toujours avant, tout le temps, avant, après la reprise du cycle haussier sur plusieurs mois qui ont suivi derrière. Souvenez-vous du Covid, hein, 2020, donc mai 2020, pic du Bitcoin un an après. FTX, bottom 2022, en 2024, le Bitcoin, il est à x8 par rapport au bottom du crash de FTX de 2022. x8. Voilà. Donc, bon, c'est plutôt positif en fait. Vous voyez, c'est même très positif pour moi. Et en plus, ce qui est positif, c'est qu'on a justement assaini le marché crypto à un niveau, une purge jamais vue de 20 milliards de dollars. Donc là, on repart sur des bonnes bases avec des gens qui ont gardé, quoi, qui ont tenu le choc. On a viré tous tout ce qui était création de bulles spéculatives, on a viré tout ça en fait.
Et donc, là aussi où je continue à être positif sur l'ensemble, sur l'avenir du Bitcoin, hein, que ce soit le court, moyen ou long terme, pour l'instant, eh bien, c'est qu'on a encore une fois, vous savez, sur le top 100 des plus grosses entreprises, enfin top 100, je sais plus combien, ouais, il y en a top 100, voilà, des entreprises qui ont investi dans le Bitcoin, eh bien, on est désormais, on a dépassé la barre des 1 million de Bitcoin détenus, puisqu'on a 1 42 245 Bitcoin détenus par 100 entreprises. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et je rappelle que là-dessus, il n'y a pas les gestionnaires d'actifs comme BlackRock. Hein. Je rappelle que BlackRock sont déjà quasiment à 1 million de Bitcoin sous actifs, enfin sous gestion plutôt, à eux tout seuls. Donc là, déjà, entre BlackRock et les entreprises, les 100 entreprises que vous voyez ici, on est déjà à 2 millions de bitcoins sur 21 millions, enfin sur 17 millions plutôt, parce qu'on sait qu'il y a 3-4 millions de bitcoins qui sont irrécupérables, qui sont perdus, plus 1 million de bitcoins qui ne sont pas encore en circulation. Donc en fait, sur 17 millions de bitcoins, vous avez déjà 2 millions qui sont dans les mains de ces 100 entreprises, en fait, plus BlackRock. Enfin, donc quand je vous dis qu'il y aura un choc entre l'offre et la demande sur un passé de Bitcoin pour tout le monde, c'est pas pour rien. C'est que mathématiquement, bah voilà quoi. Bon, et ça continue. Et je vous rappelle que le mois dernier, il me semble que j'avais mis ce graphique le mois dernier à jour, on était en dessous des 1 million de Bitcoin détenus par ces 100 mêmes entreprises. Voilà. Vous voyez la vitesse à laquelle ça va quoi. Bon. Donc, faut prendre du recul hein, par rapport au flash crash, là. Au contraire, pour moi, c'est une opportunité pour recharger, aller encore plus loin, avoir encore un plus gros bag dans le Bitcoin et la crypto-monnaie en général avec les altcoins. Bon. Donc là, je continue, hein, toujours. Hein. Bitcoin, Cointelegraph, toujours. Donc là, vous voyez, Morgan, en fait, cette année, hein, je l'ai déjà montré, mais ils ont appelé en plus le Bitcoin comme un actif digital équivalent à l'or. Sauf que ça, c'est une des plus grosses banques mondiales qui le dit. Donc vous voyez que on voit qu'au fur et à mesure du temps, tous les institutionnels rejoignent le parti de BlackRock et du parti de Larry Fink, qui disait effectivement le PDG de BlackRock il y a quelques ans, 2 ans je crois, qu'effectivement il s'était trompé sur le Bitcoin, qu'en fait le Bitcoin c'est un actif de classe internationale équivalent à l'or. Sauf que maintenant c'est Morgan Stanley, c'est une banque. Donc là on n'est plus dans la même configuration. Maintenant les banques commencent à rejoindre le clan du Bitcoin, quoi. Et la banque va encore plus loin, elle suggère à tous ses clients, en gros, donc c'est 16 000 financiers quand même, hein, je rappelle, 16 000 financiers, et c'est 8,2 milliards d'actifs sous gestion, de mettre 4% en fait de leur portefeuille dans le Bitcoin. Bon, 8,2 milliards de dollars quand même, hein. Enfin 8200 milliards de dollars, pardon. 8200 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Bon, ça commence à partir en vrille, en fait. Voilà. Donc, ça, ce sera tout hein, pour le Bitcoin. Donc, mais vous avez bien compris que moi, je reste ultra bullish et que le crash qu'on a connu, en fait, permet tout simplement de relancer la machine et de purger un peu le marché, parce qu'on était allé vers le haut, to the moon, tout le temps. Et donc, c'est bien qu'on ait eu un flash crash, parce qu'il vaut mieux qu'on ait une grosse vague comme ça de liquidation directe. Sur le coup, alors, je suis désolé pour les traders qu'on fait liquider, hein. Bon, bah, c'est triste. Mais c'était de toute façon imprévisible. Voilà, donc rien à faire en fait, si ce n'est éviter justement de trader quoi. C'est pas vous dire mieux là-dessus, désolé pour vous. Mais ça rappelle qu'il vaut mieux acheter réellement ces bitcoins et les détenir plutôt que de faire de l'effet de levier en fait au final pour se faire rect dans ce genre d'événement. Mais donc on voit bien que là ça y est, c'est reparti sur des bases plus saines en termes de bulles spéculatives sur le marché crypto. Et donc on va voir la suite des choses, mais pour le coup, je pense que les mois qui viennent peuvent être très très intéressants sur la suite des choses, à la fois sur le Bitcoin, mais à la fois également sur les altcoins. Parce qu'on le sait, hein, là le Bitcoin lui a perdu moins de 15%, moins de 10%, encore il a récupéré un petit peu depuis, mais surtout les altcoins qui ont pris cher, et pareil que pour le Covid, et pareil que pour le crash du FTX, les altcoins après ont fait des performances incroyables par la suite. Voilà, donc je ne serais pas étonné qu'on ait un retour de flamme, là, de feu, sur les altcoins dans les mois qui viennent. Voilà, donc pour d'ailleurs faire la transition maintenant, passer aux altcoins, et ben, je vais commencer par VeChain, tout simplement. Et hop, VeChain, donc du coup, qui nous a fait un moins 20%, moins 30% là, sur le flash crash, pêcheur. Et ben du coup, on va passer à ce projet. Et donc je commence avec une bonne nouvelle, c'est-à-dire que le token B3TR est tout simplement a obtenu le feu vert
en fait de la loi MiCA en Europe et donc est conforme notamment à la régulation européenne. Voilà, donc c'est bien dans le sens où ça y est, en fait, VeChain a tous les feux verts à la fois pour le token VeChain, VTHO, mais à la fois même pour le B3TR, donc la plateforme VBetterDAO, pour s'étendre en Europe. Voilà. Donc je continue toujours sur VeChain. Alors malgré la baisse des prix, moi je reste toujours confiant sur VeChain parce que c'est quand même un projet très très intéressant et surtout c'est les seuls qui font ça. Et en fait, là aussi où je suis confiant sur VeChain, c'est que je vois que l'activité de développement sur VeChain est de plus 715%. Donc on est dans des rares projets où en termes de développement, il y a une énorme activité d'un mois sur l'autre, aux côtés d'autres projets comme Decentraland, Morphos Lab, Multivers X, donc c'est l'ancien Elrond, Eigenlayer, IOTA, etc. Voilà. Donc ça, c'est des choses à surveiller, hein. Vous voyez, BitTensor également de l'intelligence artificielle est à plus de 370% d'activité de développement. Et donc, on voit que ça, c'est le nerf de la guerre, en fait, pour la vision long terme. Et donc, VeChain est tout à fait inscrit dans cette vision long terme. Voilà. Donc, il ne faut pas baisser les bras, justement, parce qu'on a eu un moins 20% sur le moment. Au contraire, si vous croyez aux fondamentaux de VeChain, c'est justement le bon moment. C'est une vision pour recharger ou pour entrer notamment sur ce projet, parce qu'on a atteint des niveaux quand même très rares, hein. Je crois que c'est la première fois depuis 5 ans qu'on atteint des niveaux de prix du VeChain, mais comme beaucoup d'autres altcoins, hein, équivalent à ceux du Covid de 2020. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, sauf qu'entre 2020 et aujourd'hui, tous ces projets, ils ont énormément développé. Vous voyez, en 2020, le VeChain, il avait à peine 384 000 adresses dans ces eaux-là. Aujourd'hui, on a 13 461 000 nouvelles adresses. Bon, voilà, quand même pas rien. Et c'est pas tout, c'est qu'on a également, au niveau des tokens, donc on est là, c'est là où ça bouge pas, ça c'est le point noir de VeChain, hein, je vous le dis depuis très longtemps, c'est qu'on n'a pas de nouveaux holders de VeChain. Donc, les investisseurs, en fait, on n'a pas de nouveaux investisseurs sur VeChain. Ça, c'est vraiment dommage. Et c'est le point noir de ce projet. Par contre, on a vraiment le VTHO. C'est le VTHO qui capitalise tous les nouveaux investisseurs, en fait. Donc, les investisseurs qui viennent sur l'écosystème de VeChain, c'est pas pour le VeChain, c'est pour le VTHO et le B3TR également. Vous voyez aussi, où là, on a une augmentation du nombre de holders. Voilà. Et donc, je continue maintenant avec la TVL de VeChain. Et donc là, la TVL, elle a pris, je crois, un petit coup dans l'aile. Ouais, un petit coup dans l'aile avec le coup justement du flash crash en termes de prix. Comme le VeChain s'est fait exploser là en termes de prix, forcément, il y a eu une grosse panique. Dommage, hein, sur l'ensemble en fait du système. Et oui, et donc toutes les DEX ont vu un retrait de liquidité, un retrait de volume plutôt conséquent. Mais on reste malgré tout à un niveau de 5,61 millions de dollars. Vous voyez, ça n'a pas été le retour ou avant juillet 2021, notamment sur des niveaux de 1 million de dollars de TVL. Donc on reste quand même à 5,61 millions de dollars. Ça tient la baraque, on va dire pour l'instant. On va voir ce que ça donne, hein, bien sûr, dans le futur. Mais je rappelle qu'il y a aussi la nouvelle mise à jour Hayabusa qui va arriver là, dans les mois qui viennent, hein. Donc, je pense qu'on aura vraiment un tournant, on aura vraiment le feeling de la suite des choses pour VeChain une fois qu'on aura la mise à jour Hayabusa qui sera mise en place. Voilà, là, je suis très curieux de voir si ça va relancer. Et par contre, là, on a une mauvaise nouvelle, c'est le projet Stargate où eux se sont fait exploser, puisqu'on a moins 26% là, en un mois quand même, hein. Donc, on voit que, et tout ça depuis en fait, c'est en 3 jours. Enfin, en 7 jours, pardon. C'est en 7 jours. Donc on voit que ça a été le massacre du flash crash de Trump, la crypto, qui a fait vraiment fuir massivement les investisseurs du projet Stargate. Voilà, mais on reste quand même une TVL globalement qui a tenu le choc. Voilà. Donc je dis pas que c'est bien, hein, mais elle a tenu à peu près le choc par rapport à ça. Contrairement au prix du VeChain, clairement. Et donc au total, maintenant sur le projet Stargate, alors je sais pas si c'est pas mis à jour ou quoi, mais eux ils disent toujours il y a 6,4 milliards de staking, mais je pense que c'est pas à jour, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une baisse entre temps. Il y a quelque chose là-dessus, je voudrais avoir votre avis, peut-être que je me suis trompé ou je sais pas, mais en tout cas là on dirait que c'est pas mis à jour, qu'ils disent il y a 6 milliards, mais ça va pas avec les chiffres vous voyez que vous avez sur le TVL de DeFi Llama.
Voilà, donc ça c'est le seul point notable que je voulais vous montrer, c'est que je suis pas sûr que les chiffres soient à jour. Alors peut-être c'est ici, hein, moi je pense que c'est plutôt sur leur plateforme Tagage, c'est pas à jour là-dessus, donc à se méfier. Ah, faut se méfier là faut se méfier. Voilà, bon sinon, rien de méchant, hein. Enfin je veux dire sur VeChain, ils ont continué leur feuille de route, donc il faut être patient et voir un peu ce que donne la mise à jour Hayabusa. Moi personnellement je reste vraiment confiant sur ce projet depuis très longtemps. Allez, maintenant je continue, j'ai passé à tout ce qui est le RWA pur et dur avec les échanges financiers notamment avec le projet donc Plume, Hondo Finance, mais également le XRP de Ripple. Et donc là je commence avec Plume et donc la nouvelle comme quoi ils ont acheté tout simplement l'entreprise Dinero qui est tout simplement le protocole, enfin une entreprise un protocole de staking qui est tout simplement le plus rapide en termes d'écosystème de Ethereum, simplement. Voilà. Donc, on voit vraiment que la Plume est en train de mettre en place une échelle et une structure à un niveau institutionnel dans tous les sens. Vous voyez. Et donc, ils vont préparer une infrastructure de staking pour à la fois l'Ethereum, le Solana, mais également le Bitcoin. Voilà. Donc, c'est également avec le lien avec ce que je vous dis la semaine dernière sur le projet Plume, et qui sont en train de créer le Real World Bitcoin. Voilà, donc je vous engage à revoir ma précédente vidéo pour si vous voulez une explication sur qu'est-ce que c'est le Real World Bitcoin. C'est très intéressant en tout cas. Et c'est les seuls qui font ça, pour l'instant en tout cas. Voilà. Donc ensuite, je continue toujours avec Plume. Donc on voit bien que là, ils sont en train de mélanger le RWA avec l'économie de l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça qu'ils ont tout simplement mis un partenariat en place avec l'entreprise Gabe, alors ou G-A-I-B, je ne sais pas comment on dit, pour permettre justement tout ce qui est les rendements sur le RWA, tout ça en lien avec une infrastructure d'intelligence artificielle. Je continue toujours avec un tweet de Plume, notamment RWA Fee Chain comme ils le disent ici, qui annonce simplement la création du Global RWA Alliance, comme ils le disent, hein, avec tout simplement des gros pontes de la crypto-monnaie, hein, du Web 3.0, avec notamment, vous avez Gate, donc la plateforme Exchange, vous avez Mercado Bitcoin, RWA.xyz, c'est justement le site internet qui retranscrit toutes les datas, les données en lien avec le RWA, vous avez Wisdom Tree quand même, donc gestionnaire d'actifs, c'est pas rien, sûrement pour tout ce qui est les financements, vous avez Morpho, vous avez Messari également, une entreprise analytique, vous avez le projet crypto, donc Centrifuge dans le RWA, Topnode, Nest by Plume, donc ça c'est un autre projet de Plume, et DigiFT. Donc là, le but de cette Global RWA Alliance, c'est d'apporter simplement ensemble, je répète ce que dit le tweet de Plume, eh bien, le fait d'accélérer la tokenisation et l'adoption de la tokenisation à une échelle, donc avec des standards et une infrastructure, en lien avec une réglementation d'État, quelque part. Voilà. Allez, je continue, donc c'est positif ce qui se passe sur Plume, surtout que là, ils ont également eu la nouvelle, d'ailleurs, ça a été la nouvelle qui a fait exploser les prix de Plume la semaine dernière, souvenez-vous, de plus de 20%, c'est qu'ils sont devenus un agent officiel de transfert de carrément la US, donc la SEC, Securities Exchange Commission. Donc c'est n'importe quoi là. Là, on est arrivé à un niveau où c'est carrément un projet crypto, donc Plume, qui est devenu un agent officiel, en fait, de transfert hein, de l'organisme de régulation de la bourse américaine. Crois rêver. Donc ça veut dire que le projet Plume est déjà à un niveau de standard, mais extrêmement élevé en termes de conformité de régulation, en fait. Voilà. Donc incroyable. Donc forcément, ça a eu un impact sur les prix de Plume. Et surtout que, souvenez-vous, la dernière fois que j'ai fait le point sur ici RWA.xyz sur le projet Plume, nous étions à 200 000 holders. 202 000 holders, à peu près quelque chose comme ça. Depuis, donc ça a été passé la semaine dernière, mais il y a 2 semaines, eh bien en 2 semaines, on est désormais à 262 000 holders de RWA sur l'écosystème de Plume directement. Donc on est toujours à plus de 50% en fait du nombre total de holders sur le marché crypto au niveau mondial. Plume capitalise la moitié à eux tout seuls sur leur network des détenteurs d'actifs en RWA en fait.
Et on voit bien qu'ils ont des performances incroyables, que sur 30 jours, vous voyez, c'est tout, tout est dans le vert en fait. Tout est en train d'exploser sur ce projet. Tout comme la TVL qui repart à la hausse, vous voyez. Moi, globalement, la TVL du projet Plume repart à la hausse. Donc tout est vraiment dans le vert hein, pour ce projet. Vraiment, je vous engage à vraiment vous renseigner sur ce projet pour en apprendre plus parce que c'est vraiment une pépite, je trouve, à une échelle institutionnelle désormais sur un narratif qui est vraiment extrêmement prometteur, le RWA. Donc je passe maintenant à prochain projet donc dans le RWA, c'est-à-dire Ondo Finance, hein, vous savez, qui ont été cités tout simplement sur Reuters. Voilà, donc je rappelle que Reuters, hein, 25,5 millions de followers, c'est tout simplement un des plus gros, une plus grosse chaîne de journalistes au monde, hein, tout simplement, de nouvelles. Et donc ils ont été cités par Reuters comme étant en fait l'entreprise qui permettait justement d'assurer les actifs tokenisés à une échelle institutionnelle. Eux aussi. Donc comme c'est écrit ici, voilà. Bon. Donc on voit bien qu'on est aujourd'hui, de la part des institutionnels, même des médias, en train de mettre en avant un narratif RWA. Et dans ce narratif RWA, il n'y a pas 36 000 acteurs qui sont à une échelle déjà reconnue au niveau institutionnel, c'est Ondo Finance, mais également Plume. Ah, c'est les deux plus gros, hein. Pas chercher plus loin. Enfin, en tout cas, Plume, c'est un des leaders qui en termes de nombre de holders de RWA sur leur réseau, et puis en plus, ils sont maintenant reconnus par... Enfin, c'est carrément des agents de transfert de la SEC. C'est pas rien. Et Ondo Finance, ils sont vraiment un des leaders, voire le leader, en termes de global markets pour le RWA. On l'a vu, hein, je vous ai présenté déjà la plateforme la semaine dernière. 2 semaines. Bon, je continue toujours avec Ondo, donc Finance. Dernière petite nouvelle, donc vous voyez, ils ont, ça y est, acheté complètement l'entreprise Oasis Pro, regardez, qui inclut donc les actifs digitaux qui sont déjà enregistrés chez la SEC. Donc là, on retrouve quand même en une semaine Plume, qui est un agent de transfert de la SEC désormais, et Ondo Finance, qui a acheté Oasis Pro, qui inclut en fait des actifs digitaux réglementés enregistrés chez la SEC. Donc on voit bien quand même qu'il y a une feuille de route sur ces projets du RWA et qu'il y a des coïncidences quand même assez étonnantes sur ces projets-là. Voilà. Bon, donc je continue là avec la TVL de Ondo, notamment donc, je vais sur DeFi Lama et regardez-moi cette TVL, c'est un truc de fou. Donc pendant que le marché crypto est en train de se péter la figure, ben, on a eu un flash crash monumental jamais vu dans l'histoire de la crypto-monnaie, le projet Ondo, donc l'a tanké hein, comme les autres, moins que les autres notamment, mais la TVL, elle, elle s'en fout. Donc quand moi je vois une TVL comme ça, je vous le dis, hein, pour moi ça veut dire que c'est un projet qui dans les mois, les années qui vont, enfin les mois qui viennent plutôt, hein, je pense que ça va pas durer trop longtemps non plus, c'est un projet qui va exploser. Parce qu'il y a tout quand même qui est extrêmement positif sur ce projet-là, c'est à la fois une reconnaissance institutionnelle, médiatique, notamment avec Reuters. Ils ont la plateforme, c'est les premiers à avoir mis en place une plateforme Global Market pour justement permettre à absolument tout le monde, comme les institutionnels, comme les particuliers, à venir acheter des actifs, donc du type Nvidia, Apple, tout ça, tokenisés sur la blockchain. C'est les premiers. Donc, et en plus, quand je vois une TVL de ce calibre, mais qui résiste à un flash crash de 20 milliards de dollars, putain, je me dis, le projet, il est en béton armé, quoi, en fait. Bon, voilà, après, pareil, je vous engage à faire vos propres recherches, à étudier le projet avant de faire quoi que ce soit d'action sur ça. Mais en tout cas, là, on a des feux verts extrêmement importants, quoi. Bon. Allez, maintenant je passe à Ripple, nous en XRP avec le petit article comme je vous l'ai dit. Donc, Next Up, The Kingdom of Bahrein. Donc là, en fait, le XRP est tout simplement en train de s'étendre au Moyen-Orient avec notamment le nouveau partenariat entre Ripple et le Royaume du Bahreïn. Donc c'est un pays, hein, bien sûr, je vous rappelle, du Moyen-Orient. Et donc ils expliquent qu'ils vont profiter également de, vous savez, la licence de régulation qu'ils ont obtenue à Dubaï pour renforcer en fait leur présence dans la région, notamment du Moyen-Orient et notamment à travers leur nouveau partenariat avec le Royaume du Bahreïn. Et donc ça va se transcrire également, se traduire par un renforcement également avec le RLUSD, le stablecoin de Ripple. Voilà, allez, je continue.
Maintenant, je vais passer aux actualités crypto plus générales, et notamment avec un article de cryptost.fr, donc 200 millions de dollars en 24 heures, délit d'initié, point d'interrogation, la piste Garrett Jean. Jeudi 9 octobre, une baleine a ouvert un compte hyper liquide financé par des dizaines de millions de dollars dans le but de shorter Bitcoin et Ethereum. Peu de temps après, les marchés s'effondraient. En 35 heures, ce short a rapporté entre 190 et 200 millions de dollars de profit. C'est ce que je vous disais. Donc là, c'est en lien avec le Bitcoin, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que le Bitcoin. C'est pour ça que j'ai mis dans la catégorie actualité crypto plus générale. Ce que je veux dire, c'est qu'on a personnellement des gens comme ça qui sont des insiders, qui savent des choses, qui sont bien sûr font partie de l'élite mondiale avec le 0,001%, et que c'est à cause de ces gens, clairement, qu'il y a des flash crash comme ça, ou des manipulations massives de la part des market makers, voilà, pour que, voilà, donc, ils engendrent des centaines de millions de dollars sur une simple opération en une seule journée, quoi. Bon, donc ça, c'est pas le hasard. Il y a vraiment, donc c'est pour ça que les marchés boursiers, je suis convaincu qu'il y a des manipulations, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, et c'est pour ça qu'il y a des événements imprévus comme ça qui ne peuvent pas être prédits, même avec les indicateurs techniques des courbes, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être prudent quand même, surtout quand vous mettez des opérations à levier de trading sur des actifs aussi volatiles que la crypto-monnaie. Bon. Allez, je continue, cette fois je passe à journalducoin.com. Donc les investisseurs institutionnels vont doubler leur exposition en crypto d'ici 2028. Donc le tsunami financier pour les cryptos ne fait que commencer. Ceux qui sont surnommés les zinzins dans le milieu de la finance, c'est-à-dire les investisseurs institutionnels, ont changé la face de la cryptosphère, surtout depuis l'arrivée des ETF Bitcoin au comptant en 2024. Et c'est loin d'être fini, selon un certain report de State Street. La majorité des investisseurs institutionnels prévoient d'augmenter significativement leur exposition à Bitcoin et aux actifs numériques. Voilà. Donc on voit bien, selon un rapport de State Street, 60% des professionnels financiers prévoient d'augmenter leur allocation en crypto-monnaie, avec une tokenisation des actifs attendue pour révolutionner les marchés financiers. Donc vous l'avez compris, globalement, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années, donc d'ici 2028, on va avoir une augmentation de la concentration institutionnelle dans le Bitcoin, alors que je rappelle qu'aujourd'hui, en seulement 1 an et demi depuis l'arrivée des ETF de 2024, on a BlackRock qui a déjà dans les mains quasiment 1 million de Bitcoin, et on a également 100 entreprises au niveau mondial, à peine 100 entreprises, hein, qui possèdent à elles seules plus de 1 million de Bitcoin. Bon, voilà, ça va péter quoi les amis. Franchement, dans les années qui viennent, je serais pas étonné que le Bitcoin, déjà, il va les fumer les 1 million de dollars. C'est évident, quoi. Bon. Et avec une tokenisation des actifs attendus. Donc, on voit bien que la révolution du RWA, on est extrêmement early, hein, avec des projets comme Ondo Finance et Plume, qui ont 1 an, quoi. Et qui déjà sont en train, on le voit bien, de bousculer tous les codes au niveau de la crypto-monnaie. Bon. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a une énorme demande et une énorme attente. Vous voyez, une tokenisation des actifs attendue. Il y a une énorme attente de la part des institutionnels là-dessus. Voilà. Bon. Donc je continue. Donc cette fois, très intéressant. Donc rien à voir avec la crypto dans le sens particulier du terme, spécifique du terme. Là, j'ai un tweet de Barchart. Donc c'est plutôt quelque chose d'économique là, au niveau général du terme. C'est que Samuel Benner, vous avez sûrement peut-être déjà vu ce graphique, un fermier, en fait, des années 1800, quand même. Donc, le gars, c'était un génie, quoi. Il a tout prévu à l'avance. En fait, il avait publié un livre sur les marchés et sur l'analyse, en fait, des périodes de panique, des bons temps pour acheter, mais également des mauvais temps pour vendre, quelque part. Et donc, lui, il a mis en place ce graphique sur 150 ans. Donc, le gars, il est des années 1800, quand même, hein, pour dire le visionnaire, en fait. Et donc, il a dit, ben voilà, il y a 3 périodes, en fait, de cycle dans les marchés boursiers, quels qu'ils soient. Une première période, donc la période A, en fait, c'est les années dans lesquelles il y a les paniques qui ont lieu. Et regardez les moments où il a mis son truc de panique, ben il a mis 1927. Donc, je rappelle que 1927-1929, c'est la grande dépression de l'histoire de l'humanité. Le gars, il a prévu ça, il a écrit ça, ce livre, il l'a fait il y a 50 ans avant même qu'il ait écrit le 1927 là.
1945, c'est carrément la Seconde Guerre mondiale. Enfin, pour pas dire mieux. 1965, on n'est pas loin, en fait, du choc pétrolier. 1980, on a la guerre du Golfe. 1999, c'est la bulle d'Internet des années 2000. Je crois que c'était pile poil en plus 1999. 2019, bah, le Covid, hein, à un an près, le Covid. 2035, 2053, bon ben, je veux même pas en savoir. Je veux pas savoir. Ah. Mais, en tout cas, qu'on constate, c'est que ces cycles-là, eh ben, on constate qu'effectivement, il y a eu des choses quand même révélatrices dans les périodes de panique. Ensuite, la zone B, comme vous pouvez voir ici, c'est les années où en fait tout se passe bien. Et donc, c'est les années où il y a des prix qui sont hauts. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vendre ses actifs de tout genre, sur les titres boursiers ou l'or, enfin, peu importe, à peu près tout. Par exemple, il a mis donc 1989, 2007. Donc, vous voyez bien, 2007, c'est juste avant en fait la crise des subprimes. Ça, c'est phénoménal quand même. 1945, au final, ça rejoint cycle A. Et visiblement, il avait prévu que c'était déjà la même année, il fallait vendre en fait ses actifs. Au final, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. 1935, c'est la fin, au final, de la Grande Dépression. C'est incroyable quand même. 2026, voilà. Et 2026, ça tombe même quand on fait le parallèle avec les cycles Bitcoin. Par exemple, le cycle Bitcoin, depuis la naissance de Bitcoin en 2009, eh bien, on a eu le cycle de 2016. Là, on voit 2016 qui apparaît, là où il faut vendre ses actifs. Je rappelle que le pic du Bitcoin, il a eu lieu en 2017. Donc, enfin, je veux dire, là, 2016, le gars presque, il disait, donc il y a 200 ans, en fait, il disait, bah, en 2026, vous devrez vendre, enfin, en 2016, pardon, vous devrez vendre votre Bitcoin, quoi. Et là, 2026, logiquement, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, bah, c'est le moment où peut-être on va avoir un top du Bitcoin quand on voit actuellement ce qui se passe. En tout cas, on est quasiment en 2026, là, on est fin 2025, et on voit qu'on a déjà eu un top du Bitcoin, peut-être à 126 000. Même moi, je crois pas. Moi, je pense qu'on va avoir... on est qu'au début, là. En plus, le flash crash, comme je vous expliquais au début de la vidéo. Mais globalement, le type, peut-être à 6 mois près, 1 an près, il se loupe pas, quoi. Alors qu'il a déclaré ça il y a 200 ans. Hein. Voilà. Et ainsi de suite. Et après, vous avez la zone C, où là, bah, c'est la zone où c'est les temps qui sont durs, les prix sont bas, et c'est le moment où il faut acheter, en fait. C'est là où il faut acheter. Et vous voyez, là aussi, pareil, il déclare donc 2012, 2005, 1996. Vous avez 2023, ça a été le bear market du Bitcoin. Et 2023, on a eu 2022, c'était le crash de FTX. Et après, on a 2032. Donc 2032, on sait qu'on va en chier, en gros. Hein, voilà. Mais globalement, c'est pas 100% exact. Hein, ce qu'il a mis, on le voit bien. C'est pas précis avec une précision chirurgicale. Mais grosso modo, à 1-2 ans près, on se retrouve dans des configurations, effectivement, pas mal, quoi, au niveau économique. Donc on voit bien, effectivement, que là aussi, tout est question de cycle. Faut pas rêver, même le Bitcoin, même si on se dit qu'il y a les institutionnels voilà, qui sont arrivés, même si on se dit qu'il y a le Money Global Supply qui augmente à l'infini quasiment depuis ces derniers temps, bah, il y a un moment, même si c'est plus des cycles de 4 ans, ce sera peut-être des cycles de 8 ans, peut-être des cycles de 10 ans, ou du moins un cycle de 6 ans, tant que le Global Money Supply continuera de monter. Mais le jour où le Global Money Supply va en fait s'arrêter de grimper, c'est là qu'il faudra prévoir en fait la fin du Bitcoin, enfin la fin de l'augmentation des prix du Bitcoin, un top sur les prix du Bitcoin. Voilà. Mais tout est complexe parce qu'en plus maintenant il y a les institutionnels qui sont arrivés sur le marché qui font gonfler énormément la demande sur le Bitcoin. Bon, allez, je continue. Cette fois je passe maintenant aux actualités un peu plus économiques. Alors je vais juste montrer les cours de l'or. Là je suis sur le cours également de l'euro par rapport au dollar. Je vais faire un petit point, ça fait longtemps que je n'ai pas montré la courbe, et on voit bien que le dollar reprend du poids de la bête en ce moment, hein, sur le dernier jour, dernière semaine, contre l'euro. Vous voyez, on est à moins 1,2% là sur un mois, au niveau de l'euro par rapport au dollar. Donc bon, c'est pas sorti de l'auberge, mais on voit qu'on est quand même très bien là, l'euro par rapport au dollar sur l'année, ou même sur 6 mois. Donc rien de nouveau sous le soleil là-dessus, de vraiment grandiloquent par exemple. Et sinon, bah, le cours de l'or, là, par contre, là, c'est phénoménal. On est à 111 310 € le kilogramme, 24 carats le kilo pour l'or.
Et donc, c'est carrément un du jamais vu dans l'histoire de l'or, je rappelle. Mais là, c'est même inquiétant, parce que quand l'or nous fait une bougie comme ça, là, comme vous pouvez le voir, quand même, depuis en seulement un mois, entre guillemets, que je rappelle que là, on se retrouvait le 21 juillet 2025, enfin le 13 août 2025, il y a 2 mois, on était encore en dessous des 100 000 euros. Donc là, on a pris 20 000 euros en 2 mois, là. Ça c'est du jamais vu dans l'histoire de l'or. Niveau depuis 5000 ans, quand même. Bon. Donc on voit bien qu'on est dans une période extrêmement trouble, parce que plus l'or augmente, et on le sait, et plus ça veut dire que les marchés, les institutionnels, les banques centrales et les investisseurs, le retail, perdent confiance dans les gouvernements, dans l'économie générale mondiale, et également dans les institutions financières, au final, et également dans les monnaies. C'est là aussi le plus dangereux, c'est qu'on est en train d'assister en fait en temps réel, quand on voit l'augmentation de l'or comme ça, à la fin de la valeur des monnaies fiat. Donc je rappelle que le dollar a perdu 99% de sa valeur en 100 ans. Je rappelle que l'euro, on est à 80% pareil de perte de la valeur en 20 ans. Nous, l'euro, on est champion du monde avec l'euro. Et quand on pense qu'on nous avait vendu l'euro comme étant la solution magique, franchement, aujourd'hui, ça fait bien rigoler, à défaut de faire pleurer. Bon, et maintenant, pour finir sur l'argent, donc l'argent aussi est en train de partir là vraiment dans des gros tours, c'est qu'on est, à 1,39 euros le gramme, mais en fait ça fait 1390 euros le kilo pour le 100% d'argent en termes de teneur. Voilà, et donc on voit bien que pareil, l'argent est en train de pulvériser tous ses précédents records, les uns après les autres, et qui nous fait également une méga bougie là depuis 2 mois également, en même temps que le récent bull run de l'or. Voilà. Donc tout ça pour ça dire que aujourd'hui ça confirme la règle, ce que je vous dis depuis quand même 2 ans, 2-3 ans, que aujourd'hui les valeurs refuges c'est l'or, l'argent, ça se confirme. Également le Bitcoin, désormais on le voit poussé par les institutionnels. Les crypto-monnaies annexes, surtout, les shitcoins, vous y pensez même pas. Ça, c'est vraiment le meilleur moyen de se faire défoncer. Mais plutôt les secteurs RWA et l'intelligence artificielle également. Vraiment, dans le secteur crypto, je pense que c'est les deux seuls narratifs qui survivront au fur et à mesure du temps. Voilà. Bon. Donc, sur ce, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et puis à la semaine prochaine. La bise. Ciao.